Bienvenue, âme endormie. Je suis votre conteur ce soir, ici pour vous aider à sombrer dans un sommeil profond et paisible. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires du soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est. Et si vous avez une histoire que vous aimeriez entendre la prochaine fois, je serai ravi de le savoir. J'avais 14 ans ce soir-là, à l'Halloween, et honnêtement, je ne prévoyais pas de faire grand-chose. Mes parents sortaient pour une fête costumée chez des voisins et ne faisaient pas confiance à ma petite sœur pour aller chercher des bonbons sans surveillance. Naturellement, j'ai été désigné volontaire. Allez, Alex. Ce sera amusant, avait dit ma mère en attachant ses boucles d'oreilles devant le miroir. Garde juste un œil sur Emma et ses amis. D'accord, elles n'ont que 7 ans. Oui, ai-je marmonné, à moitié distrait par le vieux film d'horreur qui passait à la télévision. Tu auras des bonbons, avait ajouté mon père avec un sourire en coin. Ça compte pour quelque chose. Me voilà donc, enfilant mon sweat à capuche et mes baskets, debout dans l'allée pendant qu'Emma, ma sœur, et ses deux amis, Haley et Brooke, gloussaient pour savoir qui avait le meilleur déguisement. Emma était une sorcière étincelante, Haley un petit chat noir, et Brooke une sorte de licorne arc-en-ciel qui brillait à chaque mouvement. C'était une de ces nuits fraîches de fin octobre où l'air sentait faiblement les feuilles mouillées et les bougies à la citrouille. Tout le quartier brillait d'une lueur orange. Des lanternes sculptées, des toiles d'araignées factices partout. Les enfants couraient sur les trottoirs en hurlant, des bonbons ou un sort, tandis que les parents restaient en arrière avec des tasses de café et des lampes torchées. Au début, ce n'était pas si mal. Les filles étaient adorables, disant « merci » à chaque maison, gloussant quand quelqu'un leur donnait des barres chocolatées de taille normale. J'ai envoyé quelques messages à des amis, à moitié en plaisantant que j'étais devenu un babysitter, et j'ai dit à Emma de remplir un sac supplémentaire pour son grand frère. Vers 20h30, nous avions erré un peu plus loin que prévu. À environ 1 kilomètre de chez nous, près de la lisière de la ville, où les réverbères se faisaient plus rares. Les maisons là-bas semblaient plus anciennes, plus silencieuses, certaines même sombres. J'ai pensé qu'il était temps de commencer à faire demi-tour. Bon, les filles, dernière maison et ensuite on rentre, ai-je dit. Mais Alex, a gémi Emma, on n'est pas allé là-bas. Elle pointait vers une maison au coin de la rue, en face d'un vieux parc clôturé. La maison se distinguait immédiatement. Une clôture en bois de 3 pieds entourait la cour, et la pelouse avant semblait ne pas avoir été tondue depuis des années. Des buissons envahissants cachaient la plupart des fenêtres, et la lumière du porche clignotait faiblement. Ça a l'air un peu louche, ai-je murmuré. Mais il y a des décorations, a fait remarquer Brooke. Et en effet, quelques citrouilles à moitié gonflées étaient éparpillées près de l'allée. Bon, d'accord. Mais c'est la dernière. Les filles ont couru sur le chemin de pierre, gloussant. Pendant ce temps, je restais près du trottoir. Je les ai vues s'arrêter devant la porte et regarder autour d'elles. Il n'y a pas de sonnette, a crié Haley. Alors, frappe, ai-je répondu. Emma a frappé 3 fois à la porte. Le son a résonné dans la nuit, creux et étrange. Quelques secondes se sont écoulées. Rien. Bon, on zappe, ai-je dit. Allons-y, mais alors qu'elle descendait les marches du porche, la porte a grincé en s'ouvrant. Lentement, longtemps, et bruyamment. D'où je me tenais, je ne pouvais voir qu'une fine partie de l'intérieur. Quelqu'un jetait un coup d'œil, mais à peine. Une tête, ou peut-être juste une partie, penchée à travers l'entrebâillement. Les filles se sont retournées, joyeuses et insouquantes. Des bonbons ou un sort, ont-elles crié en chœur. Puis un bras est apparu, pâle, mince, tremblant, et la personne a levé un doigt, leur faisant signe d'attendre. Le bras s'est rétracté et la porte s'est refermée. Les 3 filles se sont regardées, attendant. 20 secondes se sont écoulées. Allons-y, ai-je dit plus fort cette fois. Mais avant qu'elle ne bouge, la porte s'est rouverte. Juste un peu. Et cette fois, j'ai vu le même bras leur faire signe d'entrer. Entrez. J'ai les bonbons. Une voix faible a chuchoté de l'intérieur. Je pouvais à peine l'entendre depuis le trottoir. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je crié. Emma m'a regardé. Il a dit qu'on pouvait entrer. Pas question, ai-je hurlé, déjà en train d'avancer. N'y allez pas, mais au moment où ma voix a résonné dans la rue, la porte s'est refermée violemment. Le bruit a fait sursauter les filles. Bon,
ai-je dit en marchant vite, c'est fini pour ce soir. Les filles m'ont suivi, les yeux écarquillés. Allez a chuchoté, il a dit qu'il avait des bonbons dans un bol à l'intérieur. Il avait l'air bizarre. Je me suis retourné pour regarder la maison. À travers un espace étroit entre les buissons, j'ai vu un des stores bouger, comme si quelqu'un nous observait de derrière. Puis j'ai vu un vieil homme assis dans le noir près de la fenêtre. Son visage était gris, vide, et il n'a pas bougé quand je l'ai regardé. Continuez à marcher, ai-je dit doucement. Ne vous retournez pas. Nous avons marché jusqu'au milieu du pâté de maison avant que je ne me retourne. Au coin de la rue où se trouvait cette maison, quelqu'un se tenait là maintenant, juste une silhouette, immobile comme une pierre. J'ai attrapé la main d'Emma et n'ai rien dit. Quand nous sommes rentrés, je suis allé directement voir mes parents. Ils étaient encore déguisés, sur le point de partir. « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as l'air pâle, a dit ma mère. Il y avait cette maison, ai-je commencé. Un vieux type a essayé de faire entrer les filles. Il n'a même pas ouvert la porte en grand. Il ne faisait que leur faire signe d'entrer. Ça a attiré leur attention. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par leur faire signe d'entrer ? Il a dit qu'il avait des bonbons à l'intérieur, mais il ne se montrait pas. Et quand j'ai crié pour qu'elle n'y aille pas, il a claqué la porte. Mes parents ont échangé un regard rapide. Ma mère a attrapé le téléphone et a appelé les parents de Haley et Brooke. En quelques minutes, leur famille était chez nous et l'histoire s'est répétée. Nous avons décidé d'y aller ensemble en voiture, juste pour nous assurer que le type n'essayait pas d'attirer d'autres enfants. Ma mère était déjà au téléphone avec le 911 tandis que mon père nous suivait dans son camion. Quand nous sommes arrivés devant la maison, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait plus de lumière. Les citrouilles avaient disparu. L'ampoule clignotante n'était plus allumée. Une femme de l'autre côté de la rue est sortie en robe de chambre, l'air confus. « Vous cherchez quelqu'un ?» a-t-elle demandé. « Oui », a dit ma mère, toujours au téléphone avec le standard. Il y avait un homme ici qui essayait de faire entrer des enfants pour des bonbons. Le visage de la voisine est tombé. « Mon chou, cet endroit est vide depuis des mois. »« Quoi ?» a demandé mon père. « Vide ? Vous en êtes sûr ? » Absolument. Le vieux type qui vivait ici est mort au printemps. La banque essaie de le vendre, mais personne n'a touché à l'endroit depuis. Pas de lumière, pas d'électricité. Vous pouvez vérifier le compteur si vous voulez. Avant même que nous puissions assimiler ça, une voiture de patrouille est arrivée, gyrophare clignotant doucement. L'officier est sorti et a pris nos déclarations. Lui et un autre officier sont allés vérifier la maison. Après quelques minutes, ils sont revenus. Il n'y a personne là-dedans, a dit l'un d'eux. La porte n'est pas verrouillée, cependant, et il y a des trucs bizarres à l'intérieur. On dirait que quelqu'un squattait ici. Ce mot m'a frappé comme un coup de glace. Ils ont trouvé un sac de couchage, des emballages de nourriture et quelques canettes de bière vides. Mais ce qui a fait tomber l'estomac de tout le monde, c'était dans le salon, juste à côté de la fenêtre avant, un petit seau en plastique en forme de citrouille, à moitié rempli de bonbons. L'officier l'a mis dans un sac comme preuve. Probablement un vagabond, a-t-il dit, bien que son ton n'était pas convaincant. Vous avez bien fait de signaler ça. Qui que ce soit, il préparait quelque chose. Quand nous sommes rentrés cette nuit-là, Emma était silencieuse. Elle était juste assise sur le canapé, serrant son sac de bonbons. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en lui disant qu'elle était courageuse, mais son visage était pâle. Plus tard, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Quand il nous a dit d'entrer, a-t-elle chuchoté, ça ne ressemblait pas à un vieil homme. Ça sonnait faux, comme si quelqu'un essayait trop fort de parler doucement. Elle a dit que la voix s'était brisée en milieu de mots, comme s'il forçait trop. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois qu'une voiture passait, les phares s'étiraient sur ma fenêtre et j'aurais juré voir une ombre debout près de la clôture. Pendant des semaines, il y a eu des voitures de police qui patrouillaient plus souvent dans notre rue. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles un délinquant sexuel enregistré avait été arrêté en train de squatter dans une maison abandonnée à quelques villes de là, entourée de boîtes de bonbons d'Halloween et de déguisements. Ils n'ont jamais confirmé si c'était le même type, mais je n'oublierai jamais la vue de ce bras pâle faisant signe à ma petite sœur d'entrer et la porte claquant juste après que j'ai crié pour qu'elle ne le fasse pas. Maintenant, chaque Halloween, quand je vois des enfants courir de maison en maison,
je ne peux m'empêcher de me demander combien de ces Porsches éclairés appartiennent vraiment aux gens à l'intérieur. Parfois, quand je passe par ce quartier, la maison au coin de la rue semble toujours vide, envahie par la végétation et oubliée. Mais l'année dernière, la nuit d'Halloween, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé sur place. La lumière du Porsche était allumée à nouveau, et il y avait un seau de citrouille posé près de la porte. Je n'ai jamais vraiment aimé Halloween. Même enfant, je n'étais pas très enthousiaste pour les déguisements et les bonbons. J'étais ce genre d'enfant qui restait à la maison à regarder des films pendant que tout le monde allait de porte en porte. Mais cela a changé quand j'ai commencé le lycée. Mes parents ont commencé à me faire confiance pour rester seul à la maison. Et honnêtement, j'aimais ça. Calme, prévisible, paisible. Il y a 2 ans, cette paix a été brisée d'une manière que je n'oublierai jamais. C'était le 31 octobre 2023. J'étais en dernière année de lycée et j'avais passé la plupart de cette journée-là enterré sous une pile de devoirs de maths et de dissertation. Mes amis étaient à des fêtes, une grande chez Kyle à laquelle la moitié de la ville était invitée. Mais je n'étais pas d'humeur. J'ai dit à tout le monde que je devais étudier, ce qui n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Je ne voulais tout simplement pas m'occuper des gens. Notre maison se trouvait au coin d'une rue tranquille dans une petite ville appelée Harrison Ridge, juste à l'extérieur de Cincinnati. Pas grand-chose ne s'y passe. Tout le monde se connaît. C'est le genre d'endroit où le bruit le plus fort la nuit est le bourdonnement des lumières du Porsche ou le jappement occasionnel d'un chien. Au coucher du soleil, ma mère avait sorti un grand bol orange rempli de bonbons, des toiles d'araignées factices étirées sur les rampes du Porsche, et quelques citrouilles sculptées alignées près des marches. Mon père venait de rentrer du travail et avait déjà ouvert une bière, prêt à distribuer des bonbons avec elle. J'étais à l'étage dans ma chambre, casque sur les oreilles, en train de taper sur mon essai quand j'ai entendu ma mère crier de l'étage en dessous, et « Jake, descends une seconde ». J'ai mis ma musique en pause, reculant ma chaise. « Quoi ? Tu peux surveiller la porte quelques minutes. Les Parker, nos voisins, ont besoin d'aide pour leur costume d'Halloween. On monte juste quelques minutes. » Ouais, bien sûr. Je m'en occupe, ai-je dit, sans même détourner les yeux de mon écran. Ils sont tous les deux montés, discutant avec les Parker dans le couloir. Cela m'a laissé seul en bas. La maison était silencieuse, à part le bruissement occasionnel des emballages de bonbons quand j'en attrapais un. Les premiers coups à la porte étaient normaux. 2 petites sorcières, un enfant squelette, et un groupe d'adolescents déguisés en zombies. Puis cela s'est calmé. Comme vraiment calmé. À 22h45, j'ai pensé que la chasse aux bonbons était terminée pour la nuit. J'étais assis sur le canapé, manette en main, essayant de me concentrer sur une partie de Call of Duty, mais mes yeux ne cessaient de vagabonder vers la porte d'entrée. La lumière du Porsche était toujours allumée, brillant faiblement à travers le verre givré. C'est alors que cela s'est produit. 3 coups à la porte, pas le genre joyeux et rapide que l'on entend des enfants surexcités par le sucre. Ceci était lourd, mesuré. Boum. 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 J'ai figé pendant une seconde, puis j'ai ri. Probablement des ados en retard qui cherchent des bonbons, ai-je murmuré. J'ai attrapé le bol de bonbons, traversé la petite pièce de boue entre le salon et la porte d'entrée, et verrouillé la porte intérieure derrière moi, comme ma mère me l'avait toujours dit de le faire pour que nos chiens ne s'échappent pas. La lumière du Porsche a clignoté une fois alors que j'atteignais la poignée. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai juré que mon estomac s'est retourné. Là se tenait un grand gars, il devait mesurer au moins 1,90 m, vêtu d'un costume complet de Michael Myers. Mais ce n'était pas un déguisement bon marché acheté chez Walmart. Le masque avait l'air réel. La combinaison semblait usée et sale, comme si elle avait vu des choses. Et il ne bougeait pas. Ne disait pas un mot. J'ai ri nerveusement, essayant de garder mon calme. Des bonbons ou un sort, c'est ça ? Pas de réponse. Juste une respiration lente et lourde à travers ce masque en caoutchouc. J'ai tendu la main dans le bol et lui ai tendu quelques bonbons. Tiens, mon gars. Tu t'es vraiment donné du mal pour le costume. Mais au lieu de prendre les bonbons, il a fait un pas en avant. Le Porsche a grincé. Mon cœur a fait ce truc bizarre où il saute dans la gorge. Ouais. Et, c'est bon, mec. Tu peux juste prendre les bonbons. Pas besoin d'entrer. Il ne s'est pas arrêté. Il a marché encore un pas, puis un autre.
Il était à moitié dans la pièce debout avant même que je ne pense à bouger. C'est alors que j'ai remarqué qu'il n'avait pas de sac à bonbons, pas de thé d'oreiller, rien. Juste lui. J'ai reculé d'un pas. Ma main tenait toujours le bol de bonbons, mais mon cerveau hurlait déjà. Ce n'est pas normal. Eh, mec. Sérieusement, tu dois t'arrêter. Ce n'est pas drôle. Il a enfin parlé, mais ce n'était pas une voix. C'était plutôt un grognement sourd étouffé par le masque. Puis il a lentement mis la main dans sa poche. C'est là que j'ai complètement figé. C'est comme si mon corps avait cessé de fonctionner. Vous savez, dans les films d'horreur, quand le personnage principal gèle et que vous lui criez de courir? Je faisais ça aussi, avant. Mais à ce moment-là, j'ai compris. Quand votre cerveau enregistre un vrai danger, votre corps n'écoute pas toujours. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « il a un couteau ». Il a sorti quelque chose et mes yeux se sont baissés. C'était un petit objet métallique reflétant la lumière du porche. Mon pouls battait si fort que c'était tout ce que j'entendais. Puis il a ri. Un rire profond et inégal qui m'a donné la chair de poule. Il a levé la main, attrapé le masque et l'a arraché. Putain, mec. Tu aurais dû voir ta tête. Il devait avoir la fin de la vingtaine. Barbe mal rasée, yeux vitreux, pupilles dilatées. L'odeur d'alcool et de cannabis m'a immédiatement frappé. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas ri, j'ai juste fixé. Ça va, mec, a-t-il dit, toujours en riant. Je t'ai fait une peur bleue, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ai-je bafouillé. Il a souri, toujours debout bien trop près. Puis il a glissé le couteau de poche dans sa poche. Je plaisantais, mec. Je viens d'une fête d'Halloween chez un pote plus haut dans la rue. Je pensais faire peur à quelqu'un avant de rentrer. Je ne pensais pas que tu flipperais autant. J'ai forcé un rire tremblant, essayant de garder le ton léger. Ouais, eh bien, mission accomplie. Il a hoché la tête et regardé autour de mon petit vestibule. T'as pas de vrais bonbons ici? Je meurs de faim, mec. Ouais, bien sûr. Je lui ai tendu le bol. Prends autant que tu veux. Il en a attrapé une poignée, puis une autre, les fourrant dans les poches de sa veste. Merci, mec. T'es cool. La plupart des gens m'auraient claqué la porte au nez. Ouais, eh bien, j'essaie de ne pas être impoli à Halloween, ai-je dit, forçant un sourire. Puis il a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Tu as l'air sympa. On devrait traîner un jour. Je tiens un salon de tatouage à Norwood. Tu passes jamais par là? Passe me voir. Il a sorti son téléphone, le déverrouillant avec un écran fissuré. C'est quoi ton numéro? Tout en moi voulait dire non. Mais cette petite voix dans ma tête, celle de la survie, chuchotait sans cesse. Fais juste semblant. Ouais, bien sûr. C'est le 5137. Attends, a-t-il interrompu, tapant maladroitement. Moi c'est Ryder, au fait. C'était quoi ton nom déjà? Jake, ai-je dit, faisant semblant de ne pas trembler. Cool, Jake. Laisse-moi t'envoyer un message pour que tu aies mon numéro aussi. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Yo, c'est Ryder. Il a souri en coin. Maintenant, on est officiellement potes. J'ai hoché la tête. Ouais, mec. Et, j'ai en fait quelque chose au four. Ma mère va me tuer si ça brûle, alors? Ouais. Pas de problème, mec. Il a reculé vers la porte. Je ne voulais pas te faire peur. Je m'amusais, tu vois. Tout va bien. J'ai menti, forçant un sourire. Il est sorti, a remis son masque sur son visage et a disparu dans la nuit. Dès qu'il a été hors de vue, j'ai claqué la porte, verrouillé les deux verrous et je suis resté là, respirant fort, tremblant si fort que le bol de bonbons tremblait dans ma main. Je n'ai pas tout de suite dit à mes parents. Ils étaient toujours à l'étage en train de rire avec les voisins quand je suis retourné sur le canapé. Je ne voulais pas avoir l'air paranoïaque. Mais cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque craquement dans la maison me faisait sursauter. Le lendemain, la curiosité a eu raison de moi. J'ai cherché le numéro depuis lequel il m'avait envoyé un message. Aucun réseau social, aucune inscription professionnelle, rien.
juste un prénom, Ryder H. Cela aurait dû être la fin, sauf qu'une semaine plus tard, j'ai reçu un autre message. Ryder, yo, Jake, t'es chez toi ce soir? Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard. Ryder, j'ai vu ta lumière du Porsche allumée. Je pensais passer. Mon cœur a coulé. J'ai couru à la fenêtre. En effet, quelqu'un de grand portant un sweat à capuche se tenait au bout de mon allée. J'ai immédiatement appelé mon père. Il est sorti en hurlant avant même que Ryder ne puisse s'approcher. Le gars a filé dans la rue et a disparu dans les bois derrière le quartier. Nous avons appelé la police cette nuit-là. Ils n'ont trouvé personne, mais ils nous ont dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Apparemment, un artiste tatoueur nommé Ryder Hall avait été arrêté 2 ans plus tôt dans un autre comté pour effraction après une blague d'Halloween qui avait mal tourné. Il avait été libéré quelques mois avant cette nuit-là. J'ai supprimé son numéro le lendemain matin. J'y pense encore parfois. À quel point cette nuit aurait pu mal tourner. À quel point je m'étais enfermé entre 2 portes avec un inconnu tenant un couteau, juste parce que je voulais distribuer des bonbons. Je vis toujours dans cette même maison. Mais chaque Halloween depuis, j'éteins la lumière du Porsche. Et si quelqu'un frappe après 21 h, je n'ouvre pas. Plus jamais. J'ai toujours aimé la nuit d'Halloween. Même adulte, quelque chose en elle me donne toujours cette même excitation tranquille que je ressentais enfant. Le mélange d'air frais, l'odeur des feuilles mouillées, et la façon dont les réverbères semblent plus doux, presque orange, comme si le monde entier retenait son souffle. Cette année-là, c'était ma 3e dans mon nouveau quartier, Everwood Grove, une petite banlieue tranquille à l'extérieur de Saint-Louis. J'avais acheté la maison 2 ans plus tôt après mon divorce, surtout pour la paix et le grand Porsche. Halloween était l'une des rares nuits où je ne me sentais pas seul. J'avais encore fait les choses en grand cette année-là. Des guirlandes lumineuses dans les haies, un fantôme à capteur de mouvement qui hurlait quand les enfants montaient les marches, et une grande citrouille sculptée avec des dents pointues scintillant depuis la rambarde. Vers 20 h 30, la foule s'était clairsemée. Les plus jeunes étaient rentrés depuis longtemps avec leurs parents, et les plus âgés, surtout des adolescents, faisaient ce qu'ils font de mieux, sonner aux portes et s'enfuir ou lancer du papier toilette dans les arbres. Cela ne me dérangeait pas. C'était tout parti de la nuit. J'étais sur le point d'éteindre la lumière du Porsche quand je l'ai entendu. 3 coups doux à la porte. Pas la sonnette. Des coups. Lents, incertains. J'ai froncé les sourcils, posant ma bière et attrapant le bol de bonbons. 1 an en retard cette année, ai-je murmuré pour moi-même. Quand j'ai ouvert la porte, un garçon se tenait là. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Son déguisement était simple, juste un sweat noir et un masque blanc bon marché. Le genre de masque que l'on peut acheter dans n'importe quel CVS pour $1,99. Pas de design, pas d'expression, juste blanc avec des trous pour les yeux. Des bonbons ou un sort, a-t-il dit doucement, sa voix étouffée par le masque. Et, mon pote, ai-je dit en souriant. Tu arrives un peu tard, hein? Je pensais que c'était fini. Il n'a pas répondu, il est juste resté là. J'ai tendu le bol. Vas-y, prends quelques-uns. Il a tendu ses petites mains gantées, des gants noirs, fins et usés, et a pris 2 bonbons. Puis il est juste resté là encore. Tes parents sont dans le coin, ai-je demandé, regardant par-dessus son épaule. La rue était vide. Pas de parents, pas d'autres enfants, pas de voitures en attente. Juste le vent qui bruissait dans les arbres et le bourdonnement d'un réverbère de l'autre côté de la route. Il n'a pas répondu. Il a juste continué à me regarder à travers ce masque. Bon, eh bien, joyeux Halloween, petit, ai-je dit, lui faisant un petit signe de tête avant de fermer la porte. À l'intérieur, l'horloge indiquait 21 h 12. J'ai posé le bol de bonbons, attrapé une autre bière et commencé à zapper. Un marathon de vendredi 13 passait. Parfait. Environ 15 minutes plus tard, alors que Jason abattait sa machette, c'est arrivé à nouveau. Toc toc toc. J'ai figé. Non. J'avais éteint la lumière du Porsche. Tout le monde savait que cela signifiait plus de bonbons. J'ai soupiré, à moitié en riant. Petit gars persistant, ai-je murmuré. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Le Porsche était vide. La rue aussi. Et c'est alors que j'ai remarqué que le bol de bonbons que j'avais laissé à l'intérieur avait disparu. J'ai regardé en bas,
et le voilà, posé bien au milieu du porche, vide. Qu'est-ce que, ai-je dit sous le coup de la surprise. Je l'ai ramassé, suis rentré et ai verrouillé la porte cette fois. J'ai même vérifié la porte latérale, ce que je ne fais jamais. Elle était fermée, mais j'aurais juré avoir vu un mouvement près des haies quand je me suis retourné vers la maison. Probablement juste un raton laveur, me suis-je dit. J'étais à moitié dans ma bière quand je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, ce n'était pas des coups. C'était le son de pas, légers, sur le côté de la maison, puis quelque chose qui grattait contre le revêtement, lentement, comme des doigts traînant le long du bois. Bon, ai-je dit doucement, me levant. Ça suffit. J'ai attrapé la lampe torche sur le comptoir et me suis dirigé vers la fenêtre avant. Le faisceau de lumière a coupé l'obscurité, mais je n'ai vu personne jusqu'à ce que je le voie. Debout au bord de mon allée, à moitié caché par la boîte aux lettres, se trouvait le garçon. Même sweat noir, même masque blanc. Il ne bougeait pas, ne faisait rien, il regardait juste. Je suis sorti sur le porche. Et, assez joué. C'est bon. Tu m'as fait peur une fois. C'est cool. Rentre chez toi. L'enfant a légèrement incliné la tête, puis, sans un mot, s'est retourné et a disparu dans l'obscurité. Je suis resté là un long moment avant de rentrer et de vérifier chaque verrou. Le bol de bonbons était maintenant sur le comptoir, et, je le jure, il y avait un seul bonbon à l'intérieur, un Milky Way. Je n'avais pas acheté de Milky Way cette année. Vers 23h, j'étais au lit, en train de m'assoupir, quand je l'ai entendu. Un grincement faible venant de l'étage en bas, comme si quelqu'un avait marché sur la planche de parquelage près de la porte d'entrée. Mes yeux se sont ouverts en grand. J'ai écouté. Crac. Cette planche encore. J'ai tendu la main vers mon téléphone et composé le 911. Mais avant que je ne puisse appuyer sur « Appeler », j'ai entendu autre chose. Un chuchotement. Une petite voix venant de l'étage en bas. Des bonbons ou un sort. Je me suis assis, le cœur battant. « Qui est là » ai-je crié, ma voix se brisant légèrement. Silence, puis un bruit sourd. Quelque chose de lourd est tombé près du couloir d'entrée. J'ai descendu les escaliers en silence, serrant ma lampe torche comme une arme. Chaque marche gémissait sous moi, résonnant dans l'obscurité. Quand j'ai atteint le bas, j'ai balayé la lumière à travers le salon. Rien. Le canapé, la table basse, la canette de bière à moitié vide. Tout semblait normal. Mais la porte d'entrée était entr'ouverte d'1 centimètre. Le faisceau de la lampe torche a attrapé quelque chose près d'elle. Des empreintes de pas boueuses, petites, menant à l'intérieur. Mon estomac s'est retourné. Je me suis approché et c'est alors que j'ai entendu une respiration lente, rauque, venant de derrière le rideau près de la fenêtre. Bon, ai-je chuchoté pour moi-même. Tu as choisi la mauvaise maison, gamin. J'ai tiré le rideau d'un coup sec. Rien. Juste une fenêtre ouverte laissant entrer l'air froid. Puis j'ai entendu un autre bruit derrière moi. Une planche de parquet a grincé près de la cuisine. Je me suis retourné rapidement et l'ai vu. Le garçon masqué se tenait juste au-delà de l'embrasure de la porte de la cuisine. Il ne bougeait pas, il se tenait juste là, la tête légèrement inclinée. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé, ma voix tremblante. Il n'a pas répondu. « Où sont tes parents » ai-je exigé. Rien. Juste ce masque, blanc, vide, avec ses yeux creux qui me fixaient. J'ai fait un pas en avant, et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Ses vêtements n'étaient plus seulement un déguisement. Les manches et les genoux étaient sales, couverts de boue, peut-être même de sang séché. Ses gants étaient déchirés, et il y avait une petite déchirure dans le masque où quelque chose de sombre avait taché le bord de son menton. Bon, j'appelle la police, ai-je dit, levant mon téléphone. Avant même que je ne puisse le déverrouiller, il s'est retourné et a filé par la porte de derrière. J'ai couru après lui, mais quand je suis arrivé là-bas, le jardin était vide. Juste le faible son des feuilles qui bruissaient. J'ai appelé la police juste après. Ils sont venus, ont vérifié les alentours, et ont trouvé de petites empreintes de pas menant à l'allée derrière ma maison, mais elles s'arrêtaient près du fossé de drainage. Pas de traces de pneus, pas de traces de vélo, rien. Ils m'ont dit que c'était probablement une blague. Mais l'officier, un homme plus âgé nommé Harper, a dit quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelques années, à Maple Creek, nous avons eu un appel similaire, a-t-il dit, éclairant sa lampe torche près de ma clôture.
Un gars a dit qu'un enfant masqué était passé pour des bonbons après l'heure. Il s'est avéré que ce n'était pas une blague. Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Il a levé les yeux vers moi. L'enfant avait disparu 3 jours avant cette nuit-là. On ne l'a jamais retrouvé. Les gens disent encore l'avoir vu à Halloween. Toujours le même masque. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque bruit me faisait sursauter. Quand le soleil s'est enfin levé, je suis sorti juste pour me convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve bizarre. Mais assis sur mon porche, juste là où le garçon s'était tenu, se trouvait le bol de bonbons à nouveau. À l'intérieur se trouvait ce même Milky Way. Sauf que cette fois, l'emballage était ouvert, à moitié mangé, et en dessous, en lettres rouges estompées sur le fond en plastique, 3 mots étaient écrits avec quelque chose qui n'était pas un marqueur. Des bonbons ou un sort. Je n'avais jamais prévu de faire grand-chose cette nuit d'Halloween. J'avais 17 ans, en dernière année de lycée, et honnêtement, je pensais avoir dépassé l'âge pour aller chercher des bonbons. La plupart de mes amis aussi. Ils étaient soit à des fêtes, soit traînaient avec leurs petites amies, soit faisaient semblant qu'Halloween était juste pour les enfants. Mais pour moi, Halloween avait toujours été différent. Il y avait quelque chose de spécial. La morsure fraîche dans l'air, la façon dont les réverbères oranges se mélangeaient à la brume, le son des feuilles qui craquaient sous les baskets. Ce n'était pas juste une fête pour moi. C'était comme si, cette nuit-là, le monde semblait vivant et étrange à nouveau. Ma mère disait toujours qu'Halloween était une excuse pour les enfants d'être courageux. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'est toujours resté. Cette année-là, j'ai décidé de sortir seul. J'avais prévu de simplement distribuer des bonbons, mais quand la nuit est tombée et que j'ai vu des enfants courir sur les trottoirs avec des têtes d'oreiller pleines de bonbons, rire et crier dans l'obscurité, quelque chose en moi a changé. Et puis zut. J'irai 1 heure, me suis-je dit. J'ai enfilé mon déguisement, une vieille cape trouvée en friperie, et un chapeau de sorcière à large bord que j'avais peint en noir. Ce n'était pas particulièrement impressionnant, mais ça faisait l'affaire. Ma mère a ri quand je suis descendu. « Tu n'avais pas dit que tu étais trop grande pour ça », a-t-elle dit en remuant la soupe au chili sur le feu. J'ai changé d'avis, ai-je dit en attrapant une tête d'oreiller. C'est la dernière année pour le faire. Autant finir en beauté. Elle a souri. Fais attention et ne dépasse pas Maple Avenue. Ils ont dit qu'il y avait des travaux près des bois. Ouais. Ça ira. Je suis sorti, l'air froid me piquant le nez, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti cette excitation d'Halloween à nouveau. Le quartier était en effervescence. Les parents discutaient sur les trottoirs, les chiens aboyaient après les déguisements, les enfants criaient « des bonbons ou un sort ». J'ai reconnu certaines des maisons habituelles. Les gélaires avaient encore transformé toute leur pelouse en cimetière. Des pierres tombales en mousse et une machine à brouillard qui faisait sentir l'air légèrement métallique. J'ai même croisé mon amie Chloé, qui était sortie avec son petit frère. Waouh, regarde qui fait semblant de ne pas être trop cool pour aller chercher des bonbons, a-t-elle taquiné en glissant un Kit Kat dans sa poche. Et, je le fais pour la nostalgie, ai-je dit en riant. Tu sais, la liste des choses à faire avant la fin du lycée. Elle a roulé des yeux. Bien sûr. Juste, ne t'approche pas de cette vieille maison bleue au bout de Willow Street. Ma mère dit qu'une vieille dame bizarre y vit. Pas de décoration, pas de lumière sur le porche, rien. Notez, ai-je dit. Évitez la maison effrayante. Compris. J'ai fait quelques blocs de plus, peut-être 15 ou 20 maisons, avant que la foule ne commence à se clairsemer. Les plus jeunes étaient rentrés et le ciel était passé de l'orange au noir profond. Ma tête d'oreiller était à moitié pleine. C'est alors que je l'ai vue. La vieille maison bleue dont Chloé avait parlé. Elle se trouvait au coin de la rue, sa peinture s'écaillant comme une vieille peau, avec un porche qui semblait à moitié pourri. Il n'y avait pas de décoration, pas de citrouille, pas de lumière scintillante, rien qui dise « et, nous distribuons des bonbons ». Mais la lumière du porche était allumée, et c'est la règle, non ? Lumière du porche allumée signifie bonbon. J'ai hésité une seconde, regardant autour de moi. La rue était vide maintenant, juste le bourdonnement d'un moteur de voiture au loin et le chuchotement des feuilles glissant sur l'asphalte. Quel est le pire qui puisse arriver, me suis-je dit. Alors, j'ai monté les marches, chacune grinçant sous mes baskets. Quand j'ai frappé, il a fallu un moment avant que quelque chose ne se passe. Puis, lentement,
la porte a grincé en s'ouvrant. Là se tenait une vieille femme, les cheveux gris, mince comme une toile d'araignée, le visage ridé comme du cuir craquelé. Elle portait une vieille robe de chambre bleue et avait cette expression vide qui m'a fait dresser les poils sur la nuque. « Des bonbons ou un sort ?» ai-je dit, essayant de paraître joyeuse. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé pendant une longue seconde, ses yeux pâles et vitreux, puis a tendu la main vers un petit bol près de la porte et a laissé tomber un bonbon dans mon sac. C'était une barre de chocolat enveloppée dans du papier doré. « Merci », ai-je dit, forçant un sourire. Elle a fait un petit signe de tête et a lentement fermé la porte sans dire un mot. Quelque chose dans toute cette scène m'a laissé un goût étrange dans la bouche. J'ai continué à marcher, faisant quelques maisons de plus, mais mes pensées revenaient sans cesse à cette vieille dame. La façon dont elle m'a regardé, le silence. Quand je suis enfin rentré, j'ai vidé mes bonbons sur la table comme toujours. Mes parents étaient toujours dans le salon. Mon père regardait le football, ma mère scrollait sur son téléphone. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Bien, ai-je dit. J'ai eu plein de bonbons. J'ai commencé à les trier. Des Reese's, des Snickers, des Twix, puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La barre de chocolat enveloppée d'or de cette vieille dame avait quelque chose glissé sous l'emballage. C'était un petit mot plié. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un bon de réduction ou une blague d'Halloween. Mais quand je l'ai déplié, mon estomac s'est retourné. Mon nom y était écrit à la main. J'aime ton déguisement, Émilie. Je te reverrai bientôt. J'ai figé. Mon nom n'était écrit nulle part sur mon déguisement ou sur moi. Personne ne m'avait appelé par mon nom à voix haute cette nuit-là, pas même à sa porte. Ma mère a dû remarquer que je me figeais. Tout va bien ? Ouais, ai-je dit rapidement, froissant le mot et le fourrant dans ma poche. Juste fatigué. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu m'enlever ça de la tête. J'entendais sans cesse le grincement de son Porsche dans ma tête, revivant son visage, son regard vide. Vers minuit, j'ai enfin commencé à m'assoupir jusqu'à ce que j'entende « tap 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 ». Je me suis assise dans mon lit. Cela ressemblait à quelqu'un qui frappait à ma fenêtre. Ma fenêtre était au 2e étage. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un soit là-haut. Puis cela a recommencé. Tap tap tap. Ma gorge s'est asséchée. J'ai lentement tendu la main vers mon téléphone et appelé Chloé. Elle a répondu, endormie. Il est minuit. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un à ma fenêtre, ai-je chuchoté. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je les entends frapper. Avant que je ne puisse finir, une ombre a passé devant ma fenêtre. Juste une forme pâle comme quelqu'un debout dehors qui regardait à l'intérieur. J'ai senti tout mon corps se glacer. Chloé, ai-je chuchoté. Il y a quelqu'un dehors. Appelle tes parents, a-t-elle dit, soudainement réveillée. Tout de suite. Mais avant que je ne puisse bouger, il y a eu un autre bruit, cette fois de l'étage en bas. 3 coulant à la porte d'entrée. J'ai raccroché et me suis glissé hors de ma chambre. Mes mains tremblaient. La porte de la chambre de mes parents était fermée et la télévision en bas s'était éteinte. J'ai atteint le bas des escaliers et regardé vers la porte d'entrée. La lumière du Porsche était toujours allumée. Personne n'était là. J'ai attendu, le cœur battant, avant de finalement m'approcher. À travers la petite fenêtre en verre, je pouvais voir quelque chose sur le paillasson. Un seul bonbon. Le même emballage doré. Mon souffle s'est coupé quand je me suis baissé et l'ai ramassé. Il y avait un autre mot en dessous. Je l'ai déplié avec des doigts tremblants. Je t'avais dit que je te reverrais bientôt. C'est alors que j'ai hurlé. Mes parents sont descendus en courant. Ma mère serrant son téléphone. Mon père hurlant déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Je leur ai montré le mot. Le premier aussi. Le visage de mon père est devenu pâle. Il a immédiatement appelé la police. Quand les officiers sont arrivés, ils ont vérifié la cour, le Porsche, même les bois derrière la maison, mais n'ont rien trouvé. Pas d'empreinte de pas, pas de signe de présence. Ils ont promis de patrouiller dans le quartier pendant quelques nuits au cas où, mais je n'ai pas dormi cette nuit-là ni la suivante. Chaque fois que je regardais par ma fenêtre, je m'attendais à moitié à voir quelqu'un debout dans la cour qui me regardait. La police n'a jamais trouvé la vieille femme non plus. Quand mon père et moi sommes retournés à la maison de Willow Street quelques jours plus tard,
l'endroit semblait complètement abandonné. Fenêtres poussiéreuses, boîtes aux lettres remplies de vieux journaux. Un des voisins nous a dit que personne n'y avait vécu depuis des années. Mais je me souviens de son visage, de ses yeux, de la façon dont elle n'a rien dit et semblait pourtant me connaître. Parfois, quand je passe devant ce coin maintenant, je vois encore la lumière du porche s'allumer juste un instant, comme si elle attendait, et je ne vais plus jamais chercher des bonbons. Je n'aurais jamais cru que je serais à nouveau le genre de personne à travailler de nuit, mais les factures ne se soucient pas des horaires de sommeil. Après mon divorce, j'ai quitté Chicago et me suis retrouvé dans une petite ville appelée Brookhaven, juste à côté de la route 17. J'avais besoin de paix. J'avais besoin de quelque chose de différent. J'ai trouvé un emploi dans une station-service ouverte 24 heures sur 24, en périphérie de la ville, Carter S. Fuel & Mart. Le genre d'endroit où les carrelages sont toujours collants et où le café a un goût de terre brûlée, mais où l'on est payé à temps. Je travaillais de nuit, de 22h à 6h, avec un autre gars nommé Ralph, un ex-camionneur d'âge moyen qui semblait ne pas avoir souri depuis les années 90. La gérante, Linda, était gentille, mais ne restait jamais après la tombée de la nuit. Personne ne le faisait. Tout le monde partait avant que le soleil ne se couche, laissant le magasin et ses lumières fluorescentes bourdonnantes à Ralph et moi. Ralph disait souvent, cet endroit devient bizarre après minuit. Je riais et passais mon chemin. J'avais déjà fait des nuits. J'avais vu des ivrognes, des toxicomanes, des ratons laveurs se battre pour des poubelles, tout ce que vous voulez. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui m'attendait ici. Les nuits étaient calmes au début, juste moi, Ralph et le bourdonnement des unités réfrigérées. Nous remplissions les rayons, passions la serpillière, faisions du café frais et comptions la caisse. Parfois, un camionneur s'arrêtait pour faire le plein, ou un local venait chercher un pack de 6 avant de rentrer chez lui. Je vivais à 5 minutes de là, dans un petit duplex loué. Ma vie était devenue une boucle, travailler, me doucher, dormir, recommencer. Mais quelque chose dans la nuit a commencé à devenir étrange. C'était subtil. Une sensation que nous n'étions pas seuls dans le magasin, même quand les caméras de sécurité ne montraient rien. Parfois, j'entendais des pas dans la réserve alors que je savais que Ralph était dehors en train de fumer. D'autres fois, la sonnette de la porte d'entrée retentissait, même si personne n'était entré. Je levais les yeux et voyais les portes automatiques grandes ouvertes, juste le vent nocturne qui traversait. Des capteurs défectueux, disait Ralph les premières fois. Ces trucs s'activent même pour des papillons de nuit. Peut-être qu'il avait raison. Mais quand vous êtes debout dans un magasin presque vide à 3 heures du matin, entouré de lumière vacillante et du doux bourdonnement des frigos, votre cerveau commence à remarquer des choses qu'il ne devrait pas. Une nuit, vers 2h30, Ralph et moi étions assis sur des caisses de lait derrière le comptoir, en train de siroter notre café et de regarder l'aiguille des minutes avancer lentement. « Tu as déjà vu des trucs bizarres ici ?» ai-je demandé. Ralph a grogné. « Tu veux dire, à part les gens qui achètent des burritos périmés depuis 2 mois ?»« Non, je veux dire vraiment bizarre, » ai-je dit. Il m'a fixé un long moment, sa cigarette brûlant entre ses doigts. « Tu as entendu parler de l'accident derrière le magasin, non ? » « Quel accident ? » Un camion a atterri dans le fossé derrière le parking il y a environ 10 ans. Une citerne pleine de propane. Le chauffeur a brûlé vif avant que les pompiers n'arrivent. J'ai grimacé. « C'est vrai ? » Ralph a hoché la tête. Chaque putain de mot. Il s'appelait Jimmy Olé. Il livrait ici tout le temps. Un bon gars, en plus. Ils disent qu'il s'est endormi au volant. Il a regardé par la fenêtre vers le parking sombre derrière. Parfois, les gens prétendent voir des phares là-bas, tard dans la nuit. Même trajet, même heure, comme s'il essayait toujours de faire sa dernière livraison. J'ai ri nerveusement. Ça ressemble à une de ces histoires de fantômes de camionneurs. Il n'a pas ri. Je l'ai vu. Cela s'est produit 3 nuits plus tard. Ralph avait appelé pour dire qu'il était malade, et je couvrais le quart de travail seul. C'était un vendredi, et l'air dehors était lourd de brouillard, assez épais pour avaler les réverbères. Vers 1h15, le téléphone du magasin a sonné. Personne n'appelle jamais le magasin à cette heure-là. Carter S. Fuel & Mart. C'est Alex, ai-je dit après une seconde. Rien. Puis une voix remplie de parasites a grésillé, tu dois aller derrière. J'ai figé. Qui est-ce ? Pas de réponse, juste le sifflement lointain des parasites.
Puis, clic. J'ai raccroché lentement, fixant le combiné. La partie rationnelle de moi disait que c'était une blague, mais mon estomac s'est noué d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis dirigé vers la porte de derrière, celle qui menait aux poubelles et au parking de gravier au-delà. La lumière de détection de mouvement s'est allumée quand je l'ai ouverte. Le brouillard dehors était épais comme du lait, et tout semblait étouffé. Le seul son était le bourdonnement faible de la lumière au-dessus de moi. Puis je l'ai vu, au-delà du bord du parking. Là où la route disparaissait dans le brouillard, 2 phares étaient pointés droit sur moi. Ils ne bougeaient pas, ils brillaient juste, comme si quelqu'un s'était garé là avec le moteur éteint. J'ai fixé les phares pendant peut-être 10 secondes avant qu'ils ne s'éteignent. Pas éteint, disparu. J'ai reculé à l'intérieur et verrouillé la porte. Quand Ralph est revenu la nuit suivante, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a même pas cligné des yeux. Je te l'avais dit, mon gars. Tu dis que c'est. Je dis que tu devrais arrêter de répondre à ce putain de téléphone après minuit. Il l'a dit avec un sourire, mais il n'y avait pas d'humour derrière. Plutôt un avertissement. Je voulais croire que ce n'était qu'une coïncidence, un tour du brouillard. Mais cette nuit-là, quelque chose d'autre s'est produit. Vers 3 heures, j'étais en train de réapprovisionner le frigo à bière quand j'ai entendu quelqu'un parler au comptoir. Cela ressemblait à Ralph, bas et marmonnant, mais quand je suis sorti, le comptoir était vide. Ralph, ai-je appelé? Pas de réponse. J'ai vérifié dehors. Il n'était pas là non plus. Son camion était toujours garé près de la machine à glace, mais il avait disparu. J'ai fait le tour des allées, lampe torche à la main, l'appelant à nouveau. Rien. L'air semblait épais, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. Puis le téléphone du magasin a sonné à nouveau. Je l'ai décroché, le pouls battant. Ralph? Des parasites, puis une voix, calme, délibérée. Il est allé derrière. Je ne sais pas pourquoi je suis retourné là-bas. Peut-être parce que je ne voulais pas croire que c'était réel. Le brouillard était encore plus épais cette nuit-là. Ma lampe torche à peine le traversait. J'ai suivi le chemin de gravier vers les poubelles. Ralph, ai-je hurlé? Rien. Puis j'ai vu des empreintes de pas, fraîches, enfoncées profondément dans le gravier, menant vers le fossé derrière le parking. Quand je les ai suivies, j'ai vu quelque chose briller dans la boue. Le porte-clés de Ralph, celui avec le petit camion métallique qu'il portait toujours. Ma poitrine s'est serrée. J'ai dirigé la lumière plus loin, et c'est alors que je l'ai vu. 2 orbes flottant devant moi dans le brouillard. Des phares. Ils ont clignoté une fois, puis à nouveau, et cette fois, ils ont commencé à avancer vers moi lentement, délibérément. Aucun son de moteur, aucun crissement de gravier, juste la lumière coupant à travers le brouillard. J'ai couru. Je ne me suis arrêté que quand j'étais à l'intérieur, claquant la porte de derrière et la verrouillant. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine appeler le 911. Quand le shérif est arrivé une demi-heure plus tard, le parking était vide. Pas de brouillard, pas de lumière, pas de Ralph. Ils ont cherché pendant des jours. Le shérif a dit que peut-être Ralph s'était égaré, peut-être était-il tombé dans la rivière qui coulait derrière la colline. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Linda a fermé la station pendant une semaine. Quand elle a rouvert, elle m'a proposé des quarts de jour, mais j'ai refusé. J'ai démissionné à la place. Je lui ai dit que je retournais à Chicago. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais plus dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces lumières dans le brouillard. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu à 2 heures du matin. Quand j'ai décroché, tout ce que j'ai entendu, ce sont des parasites, puis une voix faible et brisée qui a dit « La pompe 4 est vide. Tu dois aller derrière. » Quelques mois après avoir quitté Brookhaven, j'ai entendu dire que Carter's Fuel and Mart avait brûlé. Incendie électrique, ont-ils dit. Personne n'a été blessé, mais voici la partie qui m'a glacé le sang. Le rapport d'incendie mentionnait une ignition inexpliquée près du parking arrière, juste là où ce vieux camion-citerne de propane s'était écrasé toutes ces années auparavant. Et selon le dossier, quand les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé des traces de pneus fraîches menant de la route. Aucun véhicule, juste des traces. Je ne travaille plus de nuit. Peu importe combien ça paie ou à quel point le travail semble calme, car quand le monde s'endort et que les lumières bourdonnent au-dessus de la tête, et que vous avez l'impression que quelqu'un vous observe depuis juste au-delà de l'obscurité, parfois, c'est le cas. Et parfois,
il roule encore sur cette dernière route solitaire, les phares coupant à travers le brouillard, à la recherche de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un qui décrochera le téléphone. Je me souviens de cet Halloween comme si c'était hier. C'était une de ces nuits où l'air sentait les feuilles brûlées et les masques en plastique froid, où chaque lumière de Porsche semblait un phare et chaque ombre semblait vivante. J'avais 15 ans à l'époque, juste assez vieux pour me sentir peut-être trop grand pour aller chercher des bonbons, mais encore assez jeune pour en avoir envie, pour ce frisson sucré et cette sensation d'être dehors après la tombée de la nuit. Mon cousin Riley était venu ce week-end-là juste pour traîner pour Halloween. Nous étions proches depuis que nous étions petits, du même âge, avec le même sens de l'humour, tous les deux assez grands pour être pris pour des lycéens, même si nous n'étions que des élèves de seconde. Nos parents pensaient que nous étions trop grands pour aller chercher des bonbons, mais nous les avions convaincus que nous allions juste nous promener dans le quartier pour la nostalgie. C'était notre version officielle. En vérité, nous avions des têtes d'oreiller prêtes. La nuit était parfaite, pas trop froide, une légère brise, une lueur orange des citrouilles sur les porches, et le faible écho des rires rebondissant dans chaque rue de Maple Hollow, notre petit coin de banlieue à l'extérieur de Columbus, dans l'Ohio. « Mec, on est bien trop vieux pour ça », a dit Riley en tirant la capuche de son sweat à capuche squelette sur sa tête. « Ouais, mais regarde autour de toi », ai-je dit en désignant la rue. La moitié de ces gosses sont plus grands que moi. Les bonbons gratuits, c'est des bonbons gratuits, a-t-il ri en me bousculant. Tu veux juste des risesses. Exactement. Nous avons rencontré mon voisin Caleb et son petit frère Mikey, qui avait peut-être 10 ans et était déguisé en vampire. Pendant les 20 premières minutes, c'était un Halloween classique, des rires, des bonbons qui tombent, et ce frisson de courir de maison en maison avant que les bonnes choses ne soient épuisées. Chaque maison décorée avait une file d'attente de parents et d'enfants devant. Et celles sans décoration avaient toujours leur lumière de Porsche allumée. Celles-là, nous les ciblions une fois que la foule principale s'était dirigée vers les grandes installations, les maisons avec des machines à brouillard et des faux cimetières. Après environ 1 heure, nous avions rempli peut-être un quart de nos têtes d'oreiller. Caleb et Mikey ont décidé de faire le côté sud de la rue. On se retrouve plus tard, a-t-il crié. Ouais, cool, ai-je dit en agitant la main. Riley et moi avons tourné dans Birchland, une rue plus calme avec moins de décoration. La plupart des maisons étaient sombres, à part quelques lumières de Porsche scintillant au loin. Nous avions remarqué plutôt que certaines maisons simples donnaient quand même de bons bonbons. Alors, quand nous avons repéré une petite maison jaune avec une lumière de Porsche faible, nous avons décidé de tenter notre chance. On devrait, a demandé Riley en plissant les yeux. Lumière allumée, mec. C'est la règle, ai-je dit en montant l'allée. Il a hésité une demi-seconde avant de me suivre. J'ai frappé 2 fois, doucement, parce que quelque chose dans cette maison semblait décalé. Le revêtement semblait usé, comme s'il n'avait pas été peint depuis des décennies. Il n'y avait pas de décoration, pas de citrouille, juste une lumière de Porsche qui bourdonnait faiblement et un paillasson déchiré. Après un moment, la porte a grincé en s'ouvrant complètement. Un homme plus âgé se tenait là, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris clairsemés et une chemise à carreaux délavée. Ses yeux passaient de l'un à l'autre de nous. Des bonbons ou un sort, ai-je dit, forçant un sourire. L'homme a souri. En quelque sorte. Des bonbons ou un sort, hein? Vous êtes un peu grand pour ça, non? On dirait, a dit Riley avec un rire gêné. On sort juste pour s'amuser. S'amuser, ouais, a marmonné l'homme. Puis il a tendu la main derrière lui, a attrapé un bol en métal et l'a tendu. Alors qu'il déposait des bonbons dans nos sacs, non pas en nous les donnant pour que nous les prenions, mais en les plaçant lui-même, j'ai remarqué un mouvement derrière lui. 5 autres hommes se tenaient dans le couloir. Tous nous regardaient. Ils étaient plus jeunes, la trentaine avancée, peut-être, portant des vestes, des sweats à capuche, un gars avec une casquette tirée bas sur les yeux. Aucun d'eux ne souriait. Aucun n'a dit un mot. Le gars avec la casquette avait quelque chose dans la main. Peut-être un téléphone, peut-être autre chose. Et pendant une seconde, j'ai vu un éclat de métal dans la lumière. « Vous êtes d'où, les gars ?» a demandé soudainement l'homme plus âgé. J'ai hésité. « À quelques rues d'ici. »« C'est quoi ton nom, gamin ?» J'ai figé une seconde, mais Riley a parlé en premier. « Je m'appelle Matt. »« Matt, hein ?»« Ouais. »« Merci pour les bonbons, » a dit Riley rapidement, reculant. « Ouais, merci. »
Joyeux Halloween, ai-je ajouté, forçant un signe de la main. Joyeux Halloween, a dit l'homme doucement, toujours en nous fixant alors que nous reculions dans les escaliers. La porte ne s'est pas refermée tout de suite. Elle est restée ouverte, tous les 6 toujours visibles, comme s'ils attendaient autre chose. Nous avons marché vite dans l'allée. Mec, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas, mec. C'était vraiment bizarre. Ils étaient tous juste là, debout. Qui ouvre la porte comme ça avec 6 personnes derrière? Je ne sais pas, mais ce vieux type avait l'air d'attendre quelque chose. Nous avons traversé la rue et continué à avancer, essayant de nous en remettre, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à la façon dont il nous avait tous juste fixés. Pas de rire, pas de compliments sur les costumes, juste du silence. Après quelques maisons de plus, Riley m'a poussé du coude. On devrait rentrer. Ouais, ai-je dit, bien que je jetais encore des regards par-dessus mon épaule. À mi-chemin du pâté de maison, j'ai remarqué des phares derrière nous. Une berline argentée est sortie d'une allée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Beaucoup de gens allaient et venaient. Puis elle a ralenti juste à côté de nous. Continue à marcher, ai-je murmuré. Riley a regardé. Attends, c'est le même gars. J'ai regardé et, en effet, le conducteur était le même homme plus âgé de la maison. Mon estomac est tombé. Il regardait droit devant lui, les 2 mains sur le volant. Mais je pouvais sentir qu'il nous observait du coin de l'œil. Derrière lui, sur le siège passager, une ombre a bougé. Un autre homme, l'un des 5 de tout à l'heure. Ne cours pas, a chuchoté Riley. Fais comme si tout était normal. Nous avons traversé de l'autre côté de la rue. La berline a avancé lentement, gardant toujours notre rythme. Puis des phares sont apparus derrière elle. Une deuxième voiture, bleu foncé. Celle de derrière a commencé à accélérer, puis a ralenti à nouveau au même rythme. Putain, ai-je murmuré. C'est eux, les gars de la porte. Pourquoi ils nous suivent? La voix de Riley s'est un peu brisée. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait à tout rompre. Nous avons tourné au coin suivant, à seulement un pâté de maison de chez moi. La première voiture a roulé vers l'avant, peut-être à 3 mètres devant, puis s'est garée juste en face de ma maison. La deuxième voiture, partie. Je ne l'ai même pas vue tourner. Nous avons couru, droit vers ma porte d'entrée, bricolée avec la poignée, éclatée à l'intérieur. Mes parents et ceux de Riley étaient dans le salon, en train de discuter. Ils se sont tous retournés en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé, a dit ma mère, les yeux écarquillés. J'ai claqué la porte et les verrouillé. Il y a ces gars et ils nous ont suivis. Riley tremblait. Je me souviens encore de cette nuit d'Halloween comme si c'était hier. J'avais 12 ans. À cette époque, tout ce qui m'intéressait, c'était les bonbons, les déguisements et le frisson d'être dehors après la tombée de la nuit, sans un adulte pour me surveiller. Mon meilleur ami cette année-là était Logan Price, le genre de gamin qui me mettait toujours dans des situations délicates, mais qui arrivait toujours à nous en sortir. C'était le 31 octobre 2011, à Brookhalle, une petite ville tranquille à l'extérieur de Pittsburgh. L'air avait cette morsure fumée et piquante de tout le monde brûlant du bois dans leur cheminée, et les réverbères brillaient comme des citrouilles ternes à travers le brouillard. J'avais passé l'après-midi à me disputer avec ma mère à propos de mon déguisement. Maman, personne ne va se soucier si je porte le même masque que l'année dernière, avais-je crié depuis ma chambre. Tu as un placard rempli de trucs, Evan, avait-elle répondu, les mains sur les hanches. Tu ne vas pas sortir avec ce vieux sweat déchiré encore une fois. Tu as l'air de t'être échappé d'un centre de détention pour mineurs. C'est un peu le but, avais-je marmonné en serrant la capuche autour de mon visage. Logan est arrivé vers 18h, déjà surexcité par le sucre et le chaos. Il portait un uniforme de zombie footballeur ridicule, avec des protège-épaules et tout, et du faux sang étalé sur ses bras. « Mec, tu es prêt ou quoi ?» a-t-il dit en souriant, faisant rebondir sa tête d'oreiller. « Allons-y » ai-je répondu en attrapant ma lampe torche et en fermant la porte avant que ma mère ne nous dise de ne pas aller au-delà de Maple Avenue, car c'est là que commençait le vieux quartier. Des rangées de maisons délabrées, la moitié d'entre elles vides, l'autre moitié appartenant à des gens que nos parents appelaient « les bizarres ». Nous avons attaqué les premiers pâtés de maison avec enthousiasme. 2 thés d'oreiller déjà remplis à un quart avant 20h. Des Reese's,
Des Kit Kat, ces barres de taille normale qui vous font oublier de respirer pendant une seconde. Tout semblait normal. Des enfants qui riaient, des lumières de Porsche qui scintillaient, des adultes en costume ridicule faisant semblant de ne pas geler. Mais dès que nous avons traversé vers la vieille partie de Brookall, tout est devenu silencieux. L'air semblait plus lourd. La plupart des maisons avaient leurs lumières éteintes. Mec, c'est la partie où nos parents nous ont dit de ne pas aller, ai-je dit. Ouais, a répondu Logan avec ce sourire stupide, ce qui signifiait que c'était probablement là que se trouvaient tous les bons bonbons. Il n'avait pas tort pour la première maison. Une vieille dame aux cheveux argentés et un châle rouge a ouvert la porte et a souri comme si elle attendait des visiteurs toute la soirée. « Eh bien, vous avez l'air bien beaux, les garçons », a-t-elle dit en nous donnant à chacun une barre de chocolat Hershey's de taille normale. Plus beaucoup de gens ne passent par ici de nos jours. Nous l'avons remerciée et sommes descendus les marches fissurées. Je me souviens avoir ressenti un frisson étrange, même si la lumière de son Porsche était chaude et brillante. Bon, c'était le jackpot, a dit Logan. Prochaine maison. Nous n'avons fait que la moitié de la rue avant que cela n'arrive. Soudain, un gars a surgi en courant de derrière une vieille église. Les yeux écarquillés, hurlant quelque chose que nous ne pouvions même pas comprendre. Quoi, ai-je dit en riant nerveusement. Probablement juste un mec bourré ou une blague d'Halloween, a dit Logan en souriant. Mais le gars ne ralentissait pas. Son visage était maculé de quelque chose de sombre, de la boue ou peut-être du sang séché. Ses vêtements étaient déchirés, comme s'il avait couru à travers les bois. Puis il a attrapé ma tête d'oreiller. « Eh, lâche-moi, mec !» ai-je crié en la tirant en arrière. Il a continué à tirer fort. J'ai senti mes articulations racler sur le trottoir. « Recule, mec !» a hurlé Logan en balançant sa tête d'oreiller vers la tête du gars. Le son qu'elle a fait, comme un bruit sourd, me hante encore. Il l'a frappé à nouveau, et le gars a trébuché en arrière, se tenant le bras. Puis il a filé dans la rue, disparaissant derrière la même église d'où il était venu. Qu'est-ce que c'était que ça, a halté Logan. J'ai regardé ma tête d'oreiller déchirée, mon cœur battant à tout rompre. Je ne sais pas, rentrons juste à la maison. Nous avons appelé ma mère depuis le téléphone de Logan. Elle était à moitié endormie, mais a dit qu'elle venait nous chercher. Nous avons attendu près du trottoir, jetant toujours des regards par-dessus nos épaules toutes les quelques secondes. Quand elle est arrivée, les phares balayant sur nous, elle a immédiatement vu nos visages. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. Nous lui avons tout raconté. Elle avait l'air sceptique, mais aussi mal à l'aise. « Ce n'est pas drôle, Evan. On ne raconte pas d'histoire sur des gens qui vous attaquent. Nous n'inventons pas, » a insisté Logan. Elle a soupiré. « Bon, montez. On rentre ?» Nous sommes rentrés vers 22 heures. Mon père était encore debout, distribuant des bonbons aux quelques retardataires. Quand nous sommes entrés, il a ri. « Une nuit difficile ? Tu n'as aucune idée ?» ai-je marmonné en laissant tomber ma tête d'oreiller sur le canapé. Nous avons commencé à trier les bonbons, essayant de nous calmer. La maison était chaude, les lumières douces. On avait enfin l'impression que les choses redevenaient normales. Puis la sonnette a retenti. Mon père a ri. Ces gosses sont dehors tard cette année. Il a ouvert la porte, et là se tenait un homme portant un masque de Michael Myers. Au début, j'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui faisait le malin. Mais puis j'ai remarqué à quel point il était immobile. Pas de mots, pas de mouvement. Juste une respiration lente et lourde à travers ce masque. Mon père a incliné la tête. « Tu es un peu vieux pour faire la tournée des bonbons, non ?» L'homme n'a pas répondu. Mon père a haussé les épaules, a laissé tomber quelques bonbons dans le sac de l'homme et a dit « Bon, joyeux Halloween. » Mais le gars n'a pas bougé. Il est juste resté là, à nous fixer, Logan et moi, depuis le canapé. Ma peau s'est couverte de chair de poule. « Et » a dit mon père plus fermement. « Tu as eu tes bonbons ? Il est temps de continuer ton chemin. » L'homme a de nouveau incliné la tête, puis s'est lentement retourné et s'est éloigné. Vers 1 heure du matin, Logan et moi montions à l'étage quand nous avons entendu un autre coup à la porte. « Non » ai-je chuchoté. Nous avons figé. Mon père a crié depuis sa chambre. « Ignorez ça. Personne de bien ne frappe à cette heure-là. » Mais quelques minutes plus tard, nous avons entendu un bruissement, le son des feuilles qui craquaient dehors, sous ma fenêtre. « Evan » a chuchoté Logan. «
coupe le son de la télé. Je l'ai fait. Et puis je l'ai entendu aussi. Cric, cric, cric. La balançoire. J'ai regardé par la fenêtre et mon estomac s'est retourné. L'homme au masque de Michael Myers était assis sur la balançoire, se balançant lentement d'avant en arrière, me fixant directement depuis ma fenêtre. Putain, ai-je chuchoté. Il est là. Logan a reculé. Mec, dis-le à ton père maintenant. J'ai couru vers la chambre de mes parents en hurlant. Papa, il est dehors. Il est sur la balançoire. Mon père s'est levé d'un bond, a attrapé la batte de baseball qu'il gardait près du lit et a regardé par la fenêtre. La balançoire bougeait encore, mais elle était vide. Puis, un coup à la porte de derrière. La voix de mon père est devenue grave. Restez ici. Il s'est glissé en bas, lampe torche et batte à la main. Logan et moi nous sommes blottis dans le couloir. Peut-être que c'est juste un voisin psychopathe, a chuchoté Logan. Puis ma mère a hurlé. Nous nous sommes précipités dans la pièce, et il était là, l'homme au masque, debout au pied du lit de mes parents, la fixant. Et, a crié mon père en se ruant sur lui. L'homme s'est retourné, et ils se sont écrasés contre la commode. Le son du verre qui se brisait, ma mère hurlant. Appelez le 911, a crié mon père. Logan a attrapé le téléphone, les mains tremblantes. Il y a un homme dans notre maison. Il porte un masque de Michael Myers. Il nous a attaqués. La voix de l'opérateur était calme mais ferme. Restez en ligne. Les officiers sont en route. Y a-t-il des blessés? Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la fenêtre coulissante s'ouvrir. Quand nous sommes remontés à l'étage, l'homme avait disparu. Le nez de mon père saignait et ma mère tremblait si fort qu'elle ne pouvait pas parler. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Les lampes torchées ont balayé chaque centimètre de la cour. Ils ont trouvé des empreintes de pas près de la balançoire et dans l'église de l'autre côté de la rue, mais rien d'autre. Un officier, un type plus âgé avec une moustache, m'a regardé et a dit « Mon garçon, tu as dit que tu l'avais vu plus tôt ce soir, c'est ça ?» Il a essayé de me prendre mes bonbons. J'ai hoché la tête. Ouais, même taille, même allure. Je pense que c'était lui. Il a soupiré. Probablement un taré qui profite d'Halloween pour faire peur aux gosses. Ça arrive tous les ans. Mais la façon dont il l'a dit, comme s'il ne croyait pas vraiment à ses propres mots, m'a retourné l'estomac. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Chaque petit bruit me faisait sursauter. Logan est resté, mais il n'a pas dit grand-chose après ça. Moi non plus. Quelques jours plus tard, ma mère m'a dit que la police n'avait jamais retrouvé l'homme. Mais il y avait des signalements, à 2 pâtés de maison de là, d'un homme avec un masque de Michael Myers qui faisait peur aux enfants, frappait aux fenêtres et disparaissait quand les adultes sortaient. Ce fut ma dernière année à faire la tournée des bonbons. Parfois, quand les nuits deviennent froides et que j'entends les feuilles frôler les fenêtres, je pense encore à cette balançoire qui grinçait sous la lumière de la lune et à ce masque blanc vide qui me fixait. Et je me demande encore si c'était le même homme qui avait essayé de me voler mes bonbons, ou s'il y en avait 2. Dans les 2 cas, cet Halloween a mis fin à quelque chose pour moi. Peut-être mon enfance. La croyance que les monstres n'existaient que dans les films, car cette nuit-là, j'en ai vu un debout dans mon jardin.